Bonjour à tous, dans ce tuto numéro 7, nous allons terminer la structure du fuselage. Pour ce faire, on va constituer une base sur laquelle on aura la référence d'horizontalité de la machine. On a calé au collage l'avant et l'arrière de façon visuelle verticale, mais maintenant on va travailler avec un niveau à bulle et un incidence mètre. Donc la base de notre travail, ça va être le caisson central. Sur le vrai avion, le caisson central, il existe également. Il vient relier les deux ailes et il est plus épais que la machine. Il n'a pas de forme forcément de profil. Il est aérodynamique, c'est-à-dire qu'on va lui donner la forme du fuselage, on va le poncer, mais il sera plus épais de façon à pouvoir venir garder les roues à l'intérieur lorsque les roues vont rentrer. Alors, particularité du 737, il n'y a pas de trappe de train au niveau des roues du train principal. Les pneus sont toujours à l'extérieur, ils sont au ras du fuselage. Voilà, donc c'est cette pièce-là qui va nous servir de référence pour tous les calages de l'avion maintenant. Pour ma part, je vais construire l'aile dans cette matière-là, en mousse extrudée, que je vais découper à chaud. Elle sera collée directement sur ce caisson central, avec bien sûr des clés d'aile, etc., les préparations, les passages des câbles, etc. Mais c'est cette pièce-là, moi, qui sera la pièce centrale de l'avion. Si vous construisez une aile en traditionnel, il faudra peut-être prévoir un caisson en bois, ou alors là, après ça va être au choix. Il n'y a pas de règle définie. En tout état de cause, il vous faut un plan de travail droit sur lequel vous allez pouvoir faire la référence à la fois du calage de votre profil et du calage du stabilisateur horizontal. Alors pour commencer, on place le fuselage sur une surface plate, éventuellement de niveau. En tout cas, lorsqu'on va travailler sur les incidences du profil d'aile, il faudra impérativement que le plan de travail soit au niveau. Pour ça, moi j'ai acheté une règle qui est vraiment très bien parce qu'elle possède un niveau qui est placé, chaque niveau est placé à 90 degrés et ça nous permet de vérifier l'horizontalité du plan de travail. La priorité des priorités, ça va être de verrouiller la cellule pour éviter qu'elle bouge lorsqu'on fait des tracés. Donc on protège le dessus de la cellule et avec une masse, voilà, je verrouille, elle ne bouge plus. Maintenant, mes calages, voici lesquels ils sont. Je vais vous les donner une fois pour toutes, ils vont s'inscrire à l'écran. C'est les calages que j'ai retenus, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, en tout cas moi c'est les meilleurs résultats que j'ai obtenus sur tous les avions que j'ai construits. J'en ai fait plusieurs des airliners de cette taille-là, et par tâtonnement, je suis arrivé aux conclusions de ces résultats-là. Déjà, je travaille avec un profil qui est relativement porteur, qui est connu, qui a une polaire qui est bien sympathique pour notre usage. C'est le Clark Y M à 18% d'épaisseur. Il s'appelle également Clarim 18. Ce profil-là, il est bien adapté. Il est relativement épais, ce qui nous permet d'avoir ici beaucoup de place pour pouvoir passer nos clés d'aile, les trains d'atterrissage, les réservations des câbles d'alimentation des moteurs, etc. Ce Clarim 18, je vais lui donner 1 degré d'incidence à l'implanture et je vais faire un vrillage négatif de moins 1 degré. C'est-à-dire que lorsque j'ai 1 degré d'incidence ici, j'aurai 0 degré au saumon. Le stab, lui, va être calé à 0 degré. Donc en réalité, la machine, elle est quasiment plate, si ce n'est qu'à l'emplanture, on aura 1 degré d'incidence. C'est vraiment le meilleur résultat que j'ai obtenu à toutes les vitesses. Si on met un peu trop d'incidence au stabilo, on aura un avion, parce que ça reste des avions relativement fins, c'est presque des planeurs ces engins-là. Si on met 1 degré d'incidence sur le stab, à haute vitesse, on aura une machine qui sera très cabreuse. Si on met moins 2 degrés de vrillage négatif sur la grande flèche de ce genre d'avion, l'arrière de l'aile étant presque au niveau du stabilo, en réalité, on a un moment de coupe qui va faire avoir tendance à l'avion à cabrer, et c'est trop du coup. Donc, moins 1 degré, 1 degré ici, ça s'équilibre, on a donc bien 0 degré sur chaque saumon, 0 degré sur la profondeur. Les gouvernes de profondeur feront le reste pour le vol.
Alors, pour le tracé, j'ai fait mes relevés ici de hauteur et je vais repérer 16 cm et demi que je vais prendre avec mon équerre et que je vais reporter avec mon réglet. Vous voyez qu'il est important d'avoir un fuselage qui ne bouge pas. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, c'est ma hauteur. C'est la hauteur de l'extrado. Je vais caler l'extrado de mon stabilo de chaque côté sur ce trait-là. Il va maintenant falloir tracer une génératrice pour la position de la dérive qui soit parfaitement centrée par rapport à la forme du fuselage et par rapport au stabilo. Alors la solution que j'ai retenue, en réalité elle est toute simple, c'est de prendre un brin que l'on va scotcher au milieu du pare-brise et qu'on va scotcher au milieu de la partie arrière de la PU. Et là, je n'ai plus qu'à reporter avec mon feutre la génératrice. Voilà, j'ai mes trois axes. On va maintenant tailler les trois surfaces. Le Boeing 737 possède une dérive qui est bien généreuse. Donc cette dérive, on va la faire à l'échelle 1, ça suffira. En revanche, le stable, lui, il va falloir l'agrandir un petit peu. Comme dans pratiquement tous les modèles réduits, compte tenu du rapport de la densité de l'air remis à l'échelle qui est moindre que sur les avions grandeur, on est toujours obligé d'agrandir un peu les surfaces. Alors surtout sur ces avions de ligne qui sont quand même des machines assez fines, on va avoir tendance à agrandir très généreusement les formes. Donc vous voyez, ça c'est le stable d'origine. Moi j'ai tracé un trait à côté, c'est au pifomètre, hein, mais voilà, je l'ai agrandi d'à peu près une petite dizaine de pourcents. Idem pour l'aile, vous voyez, l'aile elle sera agrandie de la même façon. L'outil qu'on utilise, c'est ça, un rapporteur d'angle, je pense que tout le monde connaît. Ça permet de récupérer les angles très facilement sur le plan et de les reporter sur le dessin sans problème. Vous avez donc besoin de la calculatrice, de votre règle, du rapporteur d'angle, d'un feutre et d'une plaque de d'éperon.
Une fois que les pièces sont découpées, je les fixe sommairement avec des aiguilles, des petites cales, et puis je vérifie la physionomie générale de la machine. Et on s'aperçoit que là maintenant on est vraiment dans le 737. Il a une forme particulière cet avion. On est en plein dedans. Donc pour moi, les surfaces correspondent. Dans les volumes, on est pas mal. Donc on va pouvoir y aller. On peut continuer. Dans les titres du tuto, j'avais spécifié qu'on est dans le cadre d'une réalisation simplifiée. On est dans le cadre d'une construction qui est abordable vraiment par tout le monde. Donc on va faire simple, comme le titre l'indique. Pour commencer, on va, sur ces planches qui sont brutes, on va tailler les bords d'attaque. Les bords d'attaque des 3 surfaces. Pour ça, vous enlevez avec le cutter un tout petit filet d'angle, comme ça. Faut faire attention parce que le cutter, ça descend quand même assez vite. Voilà. Et à l'aide d'une cale à poncer, vous arrondissez. Voilà, ça c'est pas sorcier, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc on fait ça sur tous les bords d'attaque des 3 surfaces. On va donc commencer par la dérive. Alors là c'est un travail qui est relativement précis parce que la moindre erreur se traduira par une pièce à refaire. Donc là je vais tailler une demi-épaisseur en réalité de chaque côté, en essayant avec le cutter de ne pas dépasser la moitié de l'épaisseur du éperon, soit 4 mm et demi. Voilà, et on finit le reste à la cale à poncer. Bon là on voit que j'ai peut-être été un tout petit peu gourmand sur ce côté-là. Il faudra y faire attention. L'important c'est de ne pas descendre dans le matériau. Voilà. Donc là si on regarde bien vu de profil, on a un profil. On a un profil, c'est pas carré, on est bien rond sur le bord d'attaque et on est bien pointu sur le bord de fuite. Évidemment, ça reste un profil plat, symétrique, mais pour l'usage qu'on va en faire, ça suffit largement. Pour les stabilos, on ne va faire qu'un seul côté. Donc je vais être un tout petit peu plus gourmand dans la matière, descendre un peu plus bas. Faites attention là, ça reste dangereux, c'est un cutter qui coupe. Et là, je ne ponce que la partie intrado. Donc ce qui va se passer en réalité, alors, je ne sais pas si on voit bien en vidéo, j'aurai le dessus du stab qui restera plat et le dessous qui sera incurvé vers le haut. C'est comme un profil mais à l'envers. De toute façon, un stabilo c'est quelque chose qui appuie. Donc on a besoin qu'il porte dans le sens vers le bas. Voilà. Donc on va faire pareil sur l'autre. Alors ces surfaces évidemment sont souples, hein, ça reste du Depron, vous voyez, il n'est pas question de faire voler une machine avec une surface aussi souple.
on risque d'avoir un effet flûter et perdre la surface en vol, donc ça c'est pas l'intérêt. On va donc rigidifier ça avec une clé carbone. Donc personnellement j'utilise du 8 par 0,5. Donc c'est du carbone qui est très léger, qui est très souple, qui est vendu soit en barre d'1 mètre, soit en barre de 50 cm. Donc on va essayer de faire ça sans chute. On va utiliser des petits morceaux de 25 cm, soit la moitié des 50. Donc pour ça je les coupe. Alors pour couper ça, c'est la pince. Voilà. Je vais ensuite chercher l'emplacement optimum. Voilà. Alors ce qui est important, c'est qu'au niveau de la coupe, on a une partie qui s'abîme lorsqu'on coupe. Donc je l'ai retaillé en couteau, c'est-à-dire que je l'ai taillé en pointe, de façon à ce que le petit morceau qui rentrera dans la cellule puisse se frayer un chemin tranquillement dans le d'éperon qu'on aura préalablement cisaillé avec le cutter. Vous remarquerez que si vous ne faites pas ça, le carbone a un pouvoir d'accroche extrêmement important, et en forçant même à l'intérieur d'une fente, vous allez faire un trou énorme parce que vous allez pousser le d'éperon à l'intérieur et ça fera un petit volcan à l'envers. Donc il faut vraiment que ce soit très pointu, vous voyez, et presque coupant. On va donc maintenant dessiner des lignes droites, en gros sur le longeron qu'on pourrait imaginer sur le profil. Ligne droite qui va faire 24 cm, de façon à laisser 1 cm sortir à l'emplanture. Une fois les lignes droites repérées et tracées, je coupe, suivant la ligne droite. Évidemment, on essaye sur les stables de les mettre de façon symétrique, hein, avec des distances symétriques. Et là, on va rentrer la bande de carbone, le petit couteau côté fuselage. Alors, si elle fait 8 mm, votre bande, eh ben, en fait, elle ne dépasse pas. Voilà. On rentre les 3 bandes de carbone, comme ça. Ensuite, on les retourne et on va venir verrouiller la surface de façon à ce qu'il y ait 0 jeu entre la bande carbone et le d'éperon d'un côté. Je les retourne, je verrouille. Là, on vérifie bien que la bande carbone est bien à l'intérieur du d'éperon. Il ne faut pas qu'elle sorte, hein, évidemment. Il faut qu'elle soit bien emballée dans le d'éperon. Voilà. Maintenant, on va la verrouiller. Alors, le processus pour pouvoir coller efficacement ces clés en carbone, on ne va pas pouvoir mettre de la colle dessus et les enfiler après. Ça va être un travail absolument horrible. J'ai trouvé la solution de les emprisonner de chaque côté avec un petit congé de colle. C'est tout simple. Il faut faire un petit congé comme ça, juste au-dessus d'un petit millimètre. Donc c'est de la colle à chaud, hein, ça va rentrer déjà dans le d'éperon, ça va faire fondre à moitié la matière. Et avec un morceau de d'éperon, je rentre à l'intérieur. Ça va rentrer à force à l'intérieur du d'éperon.
Et en réalité, ça vient souder la barre en carbone sur le d'éperon. Vous voyez, tout ce qui reste, j'ai enlevé quand même tout ça de colle. Ça veut dire que c'est rentré en pression à l'intérieur. Donc une fois que c'est fait d'un côté comme ça, et que c'est sec, on peut enlever le scotch de l'autre côté, et on procède de la même façon de l'autre côté, de façon symétrique. Voilà. Là j'utilise l'autre côté évidemment de ma pièce, et je tire le jonc. Alors cette méthode là, je l'ai utilisée sur des avions, des jets, des petits jets en d'éperon 9 mm, des jets qui pèsent quand même 1,5 kg voire 2 kg, sur des ailes qui sont juste collées comme ça sur le fuselage avec la clé d'aile. Les clés d'aile n'ont jamais bougé, on n'a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de décollage. Alors sur un stable ou sur une dérive d'un airliner, je pense que ça va le faire. De toute façon, il y en a maintenant 8 qui volent comme ça et qui volent assez souvent. Hein. Tous les week-ends, on vole avec ces machines-là. On n'a jamais eu aucun problème ni de futage, ni de décollement des surfaces, ni de perte de la clé d'aile. À tel point que même si un jour vous avez un avion cassé et que vous voulez récupérer la clé d'aile au milieu de ce truc-là, eh ben vous allez avoir un mal de chien à la ressortir parce que tout va rester collé dessus en fait. Voilà. Donc c'est et là maintenant on a une pièce, c'est un vrai bout de bois. Hein. Ça pèse rien et c'est très très rigide. C'est beaucoup plus solide qu'un stab en bois. Et vous verrez tout à l'heure, une fois que tout sera assemblé, on va pouvoir manipuler l'avion en prenant carrément par le bout du stab et qu'il ne cassera pas. C'est vraiment extrêmement solide. C'est très léger et très solide. On fait pareil pour les trois autres. Alors les clés d'aile maintenant sont collées sur les deux faces. J'ai reporté également les tracés de mes gouvernes, à la fois de profondeur et de direction. Alors j'ai fait un petit mixte en fait entre les deux versions, hein. Je me suis laissé quelques libertés pour avoir un empennage un tout petit peu plus allongé que sur celui du 200 d'origine. Donc j'ai repris celui des 737 plus modernes, hein, version 800. Vous verrez également que les profondeurs sur le réel sont plus vers le fuselage que sur l'extrémité. Bon, mais moi je les ai placés plus sur l'extrémité, d'ailleurs pratiquement sur toute la longueur de l'envergure de l'empennage. On aura plus d'efficacité. En revanche, pour la direction, je me suis servi du tracé original. On va maintenant, alors je les ai découpés. On va s'occuper des stabs en premier. Vous allez voir que les charnières entre les stabs et la direction sont différentes. On ne va pas utiliser la même méthode. Les charnières de la profondeur seront faites avec un scotch de type Blindern, alors que sur la profondeur, on va utiliser des petites charnières type crayon de 3 mm. Donc on commence par la profondeur. Alors je vous parle du Blindern. Qu'est-ce que c'est que le Blindern? C'est un scotch professionnel que l'on ne trouve qu'en pharmacie. Il est d'ailleurs pas facile à trouver, il a été arrêté en production il y a quelques mois et c'est revenu maintenant sur le marché. C'est un scotch qui est extraordinaire, qui a un pouvoir adhésif extrêmement puissant, qui est absolument indéchirable. On ne peut pas le déchirer, on ne peut pas le couper, on peut l'utiliser, on peut le plier, je veux dire, sur une charnière des milliers de fois, il ne bougera pas. Son seul inconvénient, c'est que la peinture accroche très mal dessus. Donc une fois que vous avez fait la couche de peinture sur le Blindern, évitez de mettre des coups d'ongles ou des coups agressifs parce que la peinture va s'écailler. C'est son seul défaut. Sinon, vous allez voir, pour l'utilisation, c'est très simple et très souple. En revanche, c'est un produit qui est assez cher, donc il faut, voilà, il faut l'utiliser en l'économisant, si j'ose dire. Donc la première chose que je vais faire, je vais épuster mon atelier. Ça, c'est très important parce que je vais reporter la longueur de ma charnière sur l'atelier, enfin sur le plan de travail, de manière à y dérouler une petite bande que je vais ensuite découper dans la longueur. Alors c'est pareil, le Blindern c'est quelque chose qui attire les poussières, qui est très adhésif et qui est surtout très souple. Donc il faut faire attention même en le déroulant à ne pas l'étendre, sinon il va prendre des formes et il va faire des plis. Donc là je vais reporter la longueur dont j'ai besoin, sans appuyer dessus pour pas qu'il colle hein, sur le plan de travail évidemment, et je le coupe. Ça c'est la bonne solution pour couper le Blindern
vous allez voir que même avec des ciseaux, si les ciseaux sont pas bien affûtés, vous ne pourrez pas le couper avec. Ensuite, cette bande-là, je vais la couper en deux, dans le sens de la longueur. Vous voyez, vous comprenez bien que si on ne le colle pas au préalable sur un plan de travail, c'est absolument impossible de le couper. Voilà, je me retrouve maintenant avec deux petites bandes de largeur à peu près équivalente. On va maintenant s'occuper des parties mobiles. Seule la partie mobile va être travaillée. Alors, il faut d'abord ne pas se tromper de sens, utiliser le stab avant de faire la découpe en biais de la partie de profondeur, utiliser le stab à l'endroit, c'est-à-dire la partie arrondie en dessous. Hein, voilà, on voit bien que la partie arrondie est en dessous. Et à ce niveau-là, je vais faire un tout petit biais, vraiment très très léger, histoire de dire que je vais pouvoir mettre ma partie mobile en rotation sur l'angle supérieur. Donc je fais un tout petit biais. C'est vraiment pas épais, hein, il ne faut pas grand chose. Et là on vérifie, en juxtaposant les strados, on a bien un angle de descente en profondeur suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. À partir de ce moment-là, je vais remettre mon stab à plat et je vais coller la première bande sur l'extrado. Et là, j'approche une petite poussière et ça, c'est pas bon. Voilà. On appuie bien et on fait attention qu'il n'y ait pas de prise. Là, on a bien notre débattement. Profondeur négative, pas grand chose. Et puis en positif, on a ce qu'on veut puisqu'on peut lui faire le tour complet. Si on s'arrêtait là, on aurait un point de faiblesse. Parce qu'en vol, ça risque quand même de jouer au niveau du décollage. Même si je pense que on ne pourrait pas décoller comme ça la bande, malgré tout, on va prendre des précautions. On va plier comme ça à 180 degrés notre volet. Là, on va venir coller la deuxième bande à l'intérieur. Voilà, et en refermant le profil, je vais bien appuyer dessus, et là ma bande sera parfaitement collée. À partir de maintenant, on a une charnière qui est vraiment opérationnelle. Ça pèse un demi-gramme, c'est quasiment indestructible, et il n'y a aucun effort dans la profondeur. Voilà, on va faire pareil pour l'autre côté. Les deux profondeurs maintenant sont faites, je vais les verrouiller avec une petite aiguille, de façon à ce que le scotch pour l'instant ne les entraîne pas vers le haut. Ce sera plus facile pour travailler les incidences après quand on va assembler sur le fuselage. Alors, on va passer maintenant à la direction. Pour laisser du jeu fonctionnel correct à notre direction qui risque de frotter un petit peu là, puisqu'elle est un peu enclavée, on va lui enlever en haut une petite tranche d'environ 1 mm qui va avoir pour effet de décaler le volet vers le haut et de nous laisser un jeu fonctionnel à la fois à cet endroit-là et au niveau de la base de la dérive qui va être collée sur le fuselage. On va ensuite poncer légèrement en arrondi cette espèce de compensateur. Hein. Je pense que sur le vrai, ça doit agir un petit peu en compensateur de direction, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque la dérive est tournée, il y a une partie des efforts qui sont pris ici à l'envers pour aider au mouvement. On remarque également que là, on travaille sur un bord d'attaque de volet qui est carré, donc on va l'arrondir exactement de la même façon qu'on a arrondi tout à l'heure
les bords d'attaque sur les ailes, sur les stabs et sur les dérives. Je vais faire un petit chanfrein comme ça. Que je vais poncer ensuite en léger arrondi. Donc avant quoi que ce soit, on vérifie bien que la position est bonne, que notre rotation est libre et qu'on ne sera pas susceptible d'avoir des frottements sur entre la partie fixe et la partie mobile, et entre la partie mobile et le fuselage. Ça, c'est important. Une fois que ça c'est fait, on va reporter ici 3 repères. Voilà. Bon, c'est approximatif, hein. Je vais mettre au milieu ici, là et là, de façon à ce qu'on ait à peu près les mêmes distances. Et je vais faire le repère en face pour pouvoir poser mes charnières crayons. Alors les charnières crayons, tout le monde connaît le principe, hein. Ce sont des petites charnières toutes bêtes en plastique avec un petit axe métallique au milieu. Alors quel est le modéliste qui n'a pas eu des problèmes pour installer ce genre de charnière? Parce qu'en général on les met à la cyanolite. Et si jamais une goutte de cyanolite dépasse un tout petit peu sur la charnière pendant le séchage, c'est mort, la charnière est verrouillée. Quand on tourne, c'est le plastique qui plie et un jour ça casse. Alors nous on ne va pas rencontrer ce problème là parce que l'avantage de la colle à chaud, c'est que ça ne colle pas sur ça ne rentrera pas à l'intérieur de la charnière. Même si on fait une goutte de colle autour, il suffira de l'enlever avec l'ongle et puis la charnière restera fonctionnelle. En revanche, à l'intérieur du d'éperon, ici on voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais la charnière elle est pas lisse, elle est en forme de petit tronc de cône comme ça. Donc la colle à chaud va venir se prendre autour un peu comme un moule, et lorsqu'elle va prendre à l'intérieur du d'éperon, elle va maintenir la charnière en place de façon très puissante, hein. Vous ne pourrez plus l'enlever, hein. Une fois qu'elle est mise, c'est fini. Donc attention à bien la mettre dans le bon sens, hein. Il y a le sens de rotation qui compte. Mais si jamais vous dépassez de la colle sur la charnière, enfin sur la partie charnière proprement dite, et ben c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous attendez que ça sèche et puis vous l'enlevez. Aucun problème. Alors pour placer les charnières, la solution la plus simple, c'est ça, ce genre d'outil. Vous faites un avant-trou, vous rentrez assez profondément, en gros hein, la taille de la demi-charnière. Et l'avantage de cet outil pointu, c'est qu'il ne blesse pas le d'éperon. Il rentre parfaitement en faisant un beau trou cylindrique. Et ce trou va se resserrer. Une fois que vous allez enlever l'outil, le trou va automatiquement se resserrer. Et donc la charnière, une fois qu'elle va rentrer dedans, même à froid comme ça, même sans colle, voilà, elle tient déjà. Elle tient déjà, ça s'est resserré autour. Je suis sûr qu'on pourrait même voler comme ça presque. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se prendre vraiment la tête. Vous voyez, quand on l'enlève, on sent que ça force. Le but du jeu va être d'insérer un tout petit point de colle sur la tête de la charnière, ici, comme ça, et on l'enfonce. En respectant bien la rotation, et en l'enfonçant à peu près jusqu'à la moitié de l'axe de rotation. On peut pousser un petit peu dans le d'éperon pour que ça rentre à la moitié. L'important, c'est que les 3 axes soient bien alignés. Et puis évidemment que le sens de rotation soit respecté. Hein. Si elle est dans ce sens-là, je ne vous fais pas de dessin, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la partie la plus facile, parce qu'après, il va falloir aligner le stab. La partie mobile, pardon.
Voilà, les 3 charnières sont positionnées. Pour la partie mobile, même principe. On va faire 3 avant-trous. On va faire 3 points de colle. Là maintenant le chrono est parti hein, parce que ce sont des petits points de colle, ils vont sécher assez vite. Et donc pour positionner ça on n'a pas beaucoup de temps. Mais il ne faut pas se précipiter non plus, ça sert à rien. Voilà. Alors, on se rend compte qu'on a une petite base de frottement à cet endroit-là. Donc c'est pas grave, on va le détalonner. Voilà, il n'y a plus de problème. Alors on pourrait faire ça sur la profondeur aussi, sauf que à cet endroit-là ici, on a forcément de la, comment dirais-je, un passage d'air. On n'est pas très fin en fait. Ici l'écoulement d'air est beaucoup plus laminaire sur la profondeur. Il est totalement étanche, l'air ne communique pas entre l'intrado et l'extrado, alors que là ça pourrait communiquer. Sur une dérive verticale qui par principe n'est pas porteuse, c'est moins grave. Nos 3 parties sont terminées, on va maintenant les assembler sur le fuselage. Alors on constate que le stabilo sur cet avion possède un dièdre. Si c'était plat, ça serait trop facile. Pour reporter le dièdre sur l'avion, c'est pas très compliqué. On sait que la base de l'emplanture de notre stab est à 16 cm et demi, puisque c'est ce qu'on a mesuré tout à l'heure. Et là, on a mesuré par rapport à la base du stabilo le dièdre sur l'extrémité, il y a 5 mm. Donc au 8e, ça fait 4 cm de plus. Il suffit donc de faire des cales de 20 cm et demi, comme ça, pour, lorsqu'on aura collé le stab, avoir un dièdre parfaitement respecté par rapport au plan d'origine. Donc c'est comme ça qu'on va procéder pour les 2 côtés. Avant toute chose, il va falloir qu'on prépare notre surface de collage. Donc notre clé carbone sort d'environ un gros centimètre. Elle va être obligée de rentrer dans le fuselage évidemment. Donc je vais repérer à cet endroit-là l'endroit où elle va pénétrer à l'intérieur du fuselage. Ça tombe ici en plein sur la jonction collée, évidemment. La loi de l'emmerdement au maximum. Je vais faire une pré-entaille au cutter. Et là, on s'aperçoit que c'est dur, évidemment, parce que j'ai un gros noyau de colle à cet endroit-là. Voilà. De façon à ce que la clé rentre à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça tient même déjà tout seul. L'idée, c'est également de vérifier le plan de collage. Parce que c'est vrai que là, on a fait un plat, mais qui est quand même pas forcément complètement ultra plat. Donc il va falloir, avec un petit papier de verre léger, venir ici peaufiner la forme, de façon à ce qu'on soit parfaitement raccord avec le fuselage. Là, moi, c'est mon cas. Ensuite, on viendra placer la cale sur le bord marginal, et avec un poids léger, on va venir ici tenir le stab lors de la période de séchage. Un congé de colle à chaud ici, posé en applique simplement sur le fuselage, suffira pour avoir un assemblage parfaitement cohérent et très solide. Des dizaines de vols en ont fait la preuve. Ça pose aucun problème, aucun stable et aucune dérive ne s'est jamais arraché. On a même, je vous dis, des ailes de jet qui sont fixées comme ça directement. Ça pose aucun problème, c'est vraiment très solide. Et quand ça casse en cas de crash, c'est jamais au collage que ça casse, c'est à côté.
Donc c'est éprouvé, vous pouvez y aller sans problème. C'est parti pour le collage définitif. Donc là j'applique un bon petit cordon de colle, bien généreux. Et j'assemble. Il n'y a pas de précipitation, mais il ne faut pas perdre de temps. Je pose mon petit poids léger et ici je viens verrouiller avec une petite aiguille l'angle d'incidence du stable pendant le séchage. Quand on a un petit congé de colle comme ça, hop, tout de suite, on passe un coup de main dessus, un coup de doigt, ça enlève les gouttes. Et je laisse sécher. Vous voyez, c'est pas compliqué. L'opération a été faite de l'autre côté. Maintenant, on a un stabilo qui est parfaitement symétrique, avec un dièdre qui est parfaitement respecté. Vous remarquerez ici que le fuselage est verrouillé en horizontal avec le poids. Donc il ne bouge plus. On attend maintenant que le séchage soit définitif. Pour la dérive, le principe est le même. Et on vérifie la verticalité du collage. Évidemment avant que ce soit définitivement sec. Il va plus y avoir qu'à rajouter cette petite partie là. Et notre empennage est terminé. Voilà, notre fuselage est terminé avec un poids de 340 grammes pour une longueur de 1,35 m. Je pense que c'est imbattable. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous défie de tenir les modèles réduits avec une telle solidité avec des constructions traditionnelles. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, on a vraiment un poids extrêmement léger, une résistance extrêmement importante, une solidité à toute épreuve, et puis des qualités de vol forcément irréprochables, puisque plus c'est léger, et mieux ça vole. Le prochain tuto et le dernier tuto de ce fuselage, ça va être la partie radio, mais je ne l'installerai qu'une fois que le fuselage sera entièrement décoré, parce que je vais placer les cerveaux directement en applique, et je ne veux pas peindre par-dessus les cerveaux. Les cerveaux seront mis en dernier, donc je vais préparer hors tuto la décoration du fuselage. Ça sera une version Panam des années 75. Et donc après on passera à l'installation radio qui est vraiment sommaire et ultra basique. Il n'y a vraiment pas de, prise de tête là-dessus. Merci de votre attention et j'espère que ce tuto vous aura plu et que ça vous aura donné envie de construire ce genre de machine.